Bonjour et bienvenue dans Objectif Avenir Positif, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent autour des enjeux sociétaux et environnementaux des organisations. Le numérique est omniprésent dans notre vie quotidienne pour communiquer, s'informer, accéder à ses droits, se former, faire ses achats ou encore se déplacer. L'un des 6 principes clés du programme Action publique 2022, lancé en octobre 2017, était une priorité donnée à la transformation numérique des administrations. L'objectif, 100% de services publics dématérialisés à horizon 2022. En parallèle, 13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique, et ce pour diverses raisons. Manque d'accès aux outils, manque de compétences, on parle là d'électronisme, peur d'escroquerie, défiance ou simple manque d'intérêt. La question paraît donc presque évidente. Comment permettre à ces Français, aujourd'hui éloignés du numérique, de ne pas être en marge de la société? Comment les former à grande échelle et leur permettre de devenir autonomes? Pour tenter d'y répondre, je suis ravie d'accueillir Vincent Lewandowski, chef du pôle action territoriale, formation, accès des jeunes aux droits, auprès du Défenseur des droits. Bonjour Vincent. Bonjour. Ainsi que Jean Dédier, fondateur et directeur général de We Take Care. Bonjour Jean. Bonjour. Et Pascal Quay, directeur général à l'économie sociale et solidaire et aux dynamiques des territoires du groupe La Poste. Bonjour Pascal. Bonjour. Vincent Lewandowski, je me tourne tout d'abord vers vous. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le Défenseur des droits ? Oui, bien sûr. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous dire le plaisir que j'ai évidemment d'intervenir devant vous, fût-ce de façon virtuelle, à l'occasion de ce podcast consacré aux enjeux de réduction de la fracture numérique. Alors, le Défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 2011 et qui est inscrite dans la Constitution. Et alors concrètement, ça veut dire que le Défenseur des droits, c'est une émanation de l'État, de l'administration, qui cependant ne reçoit d'ordre de personne, qu'il s'agisse du pouvoir politique, du pouvoir administratif ou de la société civile. Concrètement, il veille au respect des droits et libertés par les administrations, les collectivités territoriales et les établissements pour que les usagers voient leurs droits respectés. C'est à peu près 91 000 réclamations annuelles et c'est à ce titre que le Défenseur des droits est intervenu dans le cadre de la problématique liée à la dématérialisation des procédures administratives. Merci beaucoup. Et donc, au regard du sujet d'aujourd'hui, quels sont pour vous les enjeux de la dématérialisation des services de l'État pour les publics touchés par la fracture numérique ? Alors, me semble-t-il, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est qu'il faut bien garder en tête que la dématérialisation constitue un levier extrêmement intéressant d'amélioration de l'accès aux droits de toutes et de tous. Pourtant, et c'est là le deuxième enjeu, c'est que la dématérialisation ne doit évidemment pas aboutir à une hiérarchisation entre les usagers et les usagères, c'est-à-dire entre ceux qui sont les plus connectés ou ceux qui ne prennent pas de trop de temps agent et les autres. Alors la raison est très simple, c'est que les relations entre l'administration et les usagers ne sont pas de la même nature que celles entre un client et une entreprise. Donc, de fait, les usagers n'ont pas la liberté de recourir à un service public, ils y sont contraints. Le troisième enjeu implique une transformation en réalité du rôle de l'usager dans la production même du service public, c'est-à-dire que l'usager devient coproducteur malgré lui de l'administration et de la prestation administrative. C'est-à-dire c'est à lui qu'il revient de s'équiper, c'est à lui qu'il revient de s'informer, le cas échéant de se former. Merci beaucoup Vincent pour ce tableau très complet et très clair. Pouvez-vous du coup nous donner peut-être quelques éléments de perspective et nous présenter des solutions qui pourraient être envisagées pour des droits plus inclusifs des citoyens et des usagers ? Je formulerai 2 grandes remarques que je déclinerai sous forme de recommandations. La première remarque, c'est que toute administration doit prévoir une alternative à la procédure dématérialisée. Cela suppose de laisser à chaque usager le choix de son mode de relation avec l'administration et de ne pas l'enfermer dans une relation qui soit exclusivement numérique. Mais avec ça, il faut donner également la possibilité aux usagers de revenir à tout moment sur leur consentement aux échanges dématérialisés.
Et dans cette même logique, il faut leur donner un délai, leur garantir un droit de faire des rectifications pour que lorsqu'ils réalisent des démarches administratives en ligne, ils n'aient pas peur de faire une erreur, ils n'aient pas peur de se tromper. On a rencontré, dans le cadre de la rédaction du rapport, un certain nombre d'usagers qui nous faisaient remonter le fait qu'ils avaient peur de commettre une erreur lorsqu'ils réalisaient une démarche administrative en ligne et de se retrouver en situation d'indu. Et me semble-t-il, il faut inclure les usagers dans l'élaboration et dans l'évaluation des procédures dématérialisées des services publics. Mais il faut les associer dès en amont pour ne pas créer une injonction participative, si j'ose dire. Il faut également adopter une ergonomie qui soit adaptée et adopter un vocabulaire avec des formulations qui soient simples et qui soient compréhensibles pour que le langage administratif ne soit pas en lui-même une cause d'exclusion. Jean Dédier, vous êtes fondateur et directeur général de WeTakeCare. Je suis sûre que vous avez écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les propos de Vincent Lewandowski. Quel commentaire est-ce que cela vous amène ? On voit qu'on est dans une période charnière où effectivement se crée ce canal numérique et que ce canal numérique pose effectivement le sujet de la fracture numérique et de la capacité qu'aurait à un instant T toute la population à agir. Et le deuxième, c'est la mobilisation, on va dire, de toutes les ressources qui peuvent agir, à la fois depuis l'État ou les services qui dématérialisent, c'est-à-dire qu'ils soient publics ou privés, et puis les relais qui doivent être mis en place à l'échelle des collectivités territoriales, et enfin dans tous les guichets sociaux. Voilà. Et c'est par cette mobilisation qui doit se faire du coup en amont de la dématérialisation de ces services qu'on a une chance de toucher en temps et en heure ces publics et de leur donner une chance de saisir ces nouvelles opportunités du numérique et parfois contraints quand il s'agit d'accès aux droits. Alors, Jean Dédier, en 2 mots, est-ce que vous pourriez présenter ce que fait l'association WeTakeCare ? Alors, l'association WeTakeCare s'est donnée pour mission de faire du numérique une opportunité pour tous. Donc nous, on offre, on va dire, un certain nombre de contenus pédagogiques qui permettent une appropriation rapide, confortable, professionnelle aussi. Et puis on les met en lien, ou on facilite la mise en lien avec les opérateurs qui dématérialisent et les collectivités et plus globalement les politiques publiques. C'est un sujet qui vous occupe et vous préoccupe depuis quelques années déjà. Quelle définition donneriez-vous à la fracture numérique ? Je crois que derrière le mot fracture se cache la réalité d'une quelque chose qui ne serait pas une totale concordance, effectivement, entre les opportunités nouvelles de ces services en ligne et la capacité réelle de chacun de s'en saisir. Alors effectivement, on évoquait le chiffre de 13 millions de personnes concernées. Quel est le profil justement des personnes que vous accompagnez au sein de l'association ? Les profils sont extrêmement vastes et c'est peut-être ça qu'on a mal anticipé. Tout le monde pensait aux seniors, tout le monde pouvait penser au monde du handicap, mais ça ne s'arrête pas là. Donc il y a des jeunes, il y a des gens qui sont dans cette période où on est censé travailler. Alors qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les jeunes, notamment non diplômés, mais pas que, ont des usages numériques, bien entendu, beaucoup plus que des publics seniors, mais que ces usages ne sont pas forcément reliés à des usages contributifs à l'insertion socio-professionnelle, et qu'il y a du coup un gros travail d'information. Et je vais prendre juste un exemple pour l'évoquer. Aujourd'hui, le lien entre la famille et l'école est un lien dématérialisé. Donc ça sous-entend qu'il y a un certain nombre de messages entre les parents et l'école qui doivent être absolument faits au travers de dialogues dématérialisés. Du coup, comment l'association agit-elle concrètement pour accompagner ces personnes ? Alors très concrètement, notre première mission, ça a été de faciliter la démultiplication du nombre d'aidants, donc chez tous les acteurs sociaux qu'on a déjà précités. Et dans cette plateforme, c'est tous les contenus qui ont été conçus pour accompagner les publics fragiles, interactifs,
non excluant dans les modalités de dialogue. Et puis, c'est aussi un lieu où on peut partager de l'information, s'informer, mais aussi se former dans le cadre d'ateliers tous les jours. Et tout ça absolument gratuit. Et on traverse le 360 degrés des enjeux de l'inclusion numérique. Ça peut être autour de choses très concrètes sur un service particulier, comment j'aide quelqu'un autour du développement de ses usages bancaires numériques, par exemple. Ça peut être des choses qui vous aident à développer votre activité, c'est comment je recrute des bénévoles, ou alors, à titre d'exemple, quelles sont les bonnes postures de l'aidant. Et il y a un retour, du coup, très rapide, et on visualise très bien les progrès qu'on fait faire aux personnes qu'on veut encadrer, et c'est un bénévolat, du coup, qui rencontre un grand succès. Où recrutez-vous, entre guillemets, où trouvez-vous ces aidants ? Alors, ces aidants, ils sont dans tous les guichets sociaux. Alors, on a aujourd'hui 55 000 aidants connectés à cette plateforme dans plus de 15 000 organisations sur tout le territoire. Et donc là, les aidants sont des gens qui interviennent dans le cadre des services qu'ils produisent à leurs aidants. Et ça commence d'ailleurs très souvent par un aidant volontaire qui va convaincre son organisation, et les meilleurs d'entre eux vont finir par créer un lieu dédié, s'équiper, et puis proposer plus largement ces services à ses bénéficiaires. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, est-ce que vous pourriez faire le constat d'une évolution spécifique sur ce sujet depuis quelques années ? Et est-ce que vous pourriez aussi nous projeter un peu dans le futur et partager quelques perspectives ? Oui, moi je pense qu'on est dans le 3e temps de l'inclusion numérique aujourd'hui. Il y a eu un premier temps qui a été un temps de compréhension du sujet. Je pense que la vitesse de la technologie a débordé un peu tout le monde, et que dans le fond, on n'avait pas très bien compris qui étaient les personnes, on va dire, touchées, ou on l'avait mésestimé. On a vécu ensuite un temps 2 qui ira jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu de la mobilisation massive de tous ces acteurs, de la mise en capacité, et tout ça avec des politiques territoriales ou des politiques nationales qui sont venus soutenir financièrement les associations qui voulaient s'engager. Et puis je pense qu'on rentre aujourd'hui dans une nouvelle ère, puisque l'inclusion numérique, dans le fond, est à la fois une évocation claire et en même temps trouble, dans le sens où le numérique est omniprésent. Et que je pense que les résultats de l'inclusion numérique seront encore plus importants demain. Merci beaucoup, Jean Dédier, effectivement très, très, très intéressant. Je vous propose maintenant de me pencher plus particulièrement sur l'action au sein des entreprises. Comment ces dernières peuvent-elles être impactées par la fracture numérique et comment est-ce qu'elles peuvent s'emparer du sujet ? Je me tourne vers vous, Pascal Kay, qui est donc au sein du groupe La Poste. Pourquoi est-ce que votre groupe est aujourd'hui concerné par le sujet de la fracture numérique ? Bonjour Hélène. L'électronisme touche beaucoup de nos clients. On a cité les chiffres tout à l'heure, 13 millions de personnes en France, près de 20% de la population sont touchées de près ou de loin par l'électronisme. Bon, La Poste est une entreprise présente dans tous les territoires et donc nous avons une capacité finalement de détection extrêmement importante pour déjà capter ces publics et pouvoir les orienter vers des solutions. Nous avons 2 millions de clients qui nous avons un contact humain de proximité chaque jour, soit parce qu'ils se déplacent dans un de nos 17 000 points de contact, soit parce qu'ils sont tout simplement desservis par nos facteurs. La deuxième raison, c'est que nous sommes passés donc sous le statut d'entreprise à mission il y a 1 an. À ce titre, nous avons pris 4 engagements qui sont désormais inscrits dans nos statuts, dont celui de promouvoir un numérique éthique, frugal et inclusif. Et donc vous voyez que l'inclusion numérique est devenue de fait une mission d'intérêt général de La Poste. Et donc nous avons défini en fait une stratégie autour de 4 piliers. Sur ce premier pilier, la détection et l'orientation des publics, nous avons, ça c'était le premier programme que nous avons lancé il y a 3 ans, qui est un programme d'inclusion bancaire par le numérique. Nous nous appuyons sur des associations partenaires qui interviennent au sein de 400 bureaux de poste qui sont situés en quartier prioritaire de la ville. Et donc les médiateurs effectuent des vacations dans ces bureaux de poste, détectent les personnes qui sont en situation d'électronisme à travers un questionnaire et donc leur proposent, pour ceux qui sont en difficulté, de pouvoir bénéficier d'un atelier
d'inclusion bancaire par le numérique qui est effectuée au sein des associations partenaires. D'ailleurs, ce module de formation a été construit par Bitech-Care. Le deuxième programme est un programme également d'accompagnement, cette fois sur les démarches administratives en ligne. La Poste est opérateur de 400 espaces France Service qui permettent finalement aux citoyens dans un rayon de 30 km de pouvoir bénéficier d'un accès physique pour les aider dans leur démarche administrative en ligne de 9 opérateurs publics. Et donc, au sein de nos espaces France Service, nos chargés de clientèle accompagnent nos clients pour les aider donc sur leur démarche administrative en ligne. Alors ça peut être par exemple sur le site de l'assurance maladie ou du ministère de l'Intérieur par exemple pour faire une carte grise ou sur Pôle emploi pour les aider par exemple à avoir l'accès aux droits. C'est quand même près de 500 000 clients que nous allons accompagner cette année grâce à ce programme. Troisième pilier, c'est la formation. Donc on a Jean a évoqué tout à l'heure le programme conseiller numérique. La Poste donc a déployé 100 conseillers numériques dans 57 départements. Là également dans des territoires fragiles qui sont soit plutôt des zones rurales ou des quartiers prioritaires de la ville. Et quand on parle d'usage numérique du quotidien, c'est par exemple un accompagnement pour aider nos clients à utiliser Doctolib ou même l'aider à la rédaction d'un CV en ligne pour pouvoir postuler sur une offre d'emploi. Nous avons également déployé un programme d'investissement pour effectuer des travaux au sein de 100 bureaux de poste afin de créer une salle dédiée à l'inclusion numérique, totalement équipée de matériel, et que nous mettons à disposition d'associations partenaires qui peuvent donc bénéficier de nos locaux et proposer à leurs bénéficiaires des ateliers d'inclusion au numérique. Et enfin, dans le domaine des équipements, nous avons 4300 points de contact qui sont équipés soit d'une tablette, soit d'un ordinateur accessible en libre service. Nous avons également développé une tablette numérique pour les usages des seniors. Il s'agit de la tablette ardoise, donc plus de 80 000 clients bénéficient aujourd'hui. Et enfin, nous avons lancé cette année un programme de dons d'équipements reconditionnés La Poste. Nous avons des programmes, finalement très, très complets en matière d'inclusion numérique. Et donc, on contribue à notre échelle à la réduction de la fracture numérique. Ça me semble très clair et vous devez être extrêmement fiers de l'ensemble de ces initiatives menées au sein du groupe La Poste. Et merci à tous d'avoir pris la parole dans ce podcast et de nous avoir donné les clés pour construire ensemble des avenirs positifs. Merci beaucoup Hélène, c'était un vrai plaisir. Merci pour ce temps d'échange.